Ouh là 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 là, c'est l'heure du Sofrocourt podcast. Vite, dépêche-toi, tu vas tout rater. Allez, 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 allez. Certains préfèrent courir le matin très tôt, à l'heure où aucun museau ne promène son maître. Certains préfèrent courir en fin de travail pour clore dans l'effort la course folle d'une journée. Certains préfèrent courir aux abords des embruns salés, d'autres se préfèrent encercler de parfums forestiers. Certains courent pour ne plus penser, d'autres pour provoquer la synthèse d'une réflexion entamée. Certains courent en musique, d'autres se rassurent du bruit du vent. Certains courent dans les villes, d'autres courent dans les champs. Certains courent en silence et en solitaire, d'autres se regroupent en meute et en discussion. Certains courent à plat et ne jurent que par la rigueur d'une ligne droite qu'ils espèrent infinie. Certains courent vers les sommets pour éprouver l'épreuve de l'ascension et se risquer jusqu'à se rompre dans les descentes. Certains courent sans témoin, d'autres ont le Strava qui les démange. Certains courent à la vitesse d'un escargot en furie, d'autres se rêvent plus rapides qu'un éclair de génie. Certains se testent dans ce sport de l'endurance pour dépasser leurs limites et affronter leurs distances. Et c'est une certaine parmi les certains qui est mon invitée aujourd'hui pour ce 13e épisode. Une invitée qui part courir les montagnes corses plusieurs fois par semaine. C'est elle qui m'a donné l'envie de courir, même si je suis de ceux qui préfèrent les sols goudronnés au plus bas niveau de la mer. En 2023, elle s'est lancé un défi, la petite sœur de l'UTMB, la CCC 100 km, entre Courmayeur et Chamonix, en courant évidemment, un temps imparti de 26 heures maximum et 6000 mètres de dénivelé positif. C'est l'une des courses les plus prestigieuses au monde et Bénédicte Duprat l'a terminée en 19 heures 39 minutes et 18 secondes, soit 7 heures de moins que le temps maximum autorisé. Sa vitesse moyenne était de 5 km/h et elle est arrivée 575e sur 1650. Alors je connais Bénédicte quasiment depuis sa naissance puisque nous sommes de la même famille et que c'est ma cousine. J'ai une profonde admiration pour elle et pour ceux qui sportivement, mentalement surpassent leurs rêves et vont au-delà de leurs capacités et de ce qu'ils pensaient être difficile, voire impossible. Ce sont assurément grâce à eux, grâce à elles que nous connaissons mieux le corps humain et ce qu'il est capable d'endurer. C'est grâce à ces défis fous que ces hommes et ces femmes s'imposent, que nous cherchons et inventons les équipements qui les accompagnent. Henry Ford disait que l'enthousiasme est à la base de tout progrès parce que nos sportifs sont si téméraires. On retrouve aujourd'hui, jusque dans les baskets que vous portez, le progrès lié à leur performance. Courir 100 km en montagne, ce n'est pas un exploit ordinaire. Un marathon, c'est 42,195 km. Courir 100 km, c'est faire 2 marathons d'affilée avec un dénivelé positif de 6000 mètres et y ajouter, parce qu'on aime taquiner ses ischios, un dernier petit run de 15 km. 100 km, c'est près de 6000 calories perdues et une nuit complète sans dormir puisqu'il est difficile de fermer l'œil quand on continue à courir. 100 km, c'est une aventure humaine qui mérite d'être racontée. Bénédicte vit en Corse, je suis sur le continent, cet épisode a été enregistré en visio. Le son sera peut-être moins agréable, mais croyez-moi, vous aimerez la passion de la course à pied selon Bénédicte. Dis-moi Bénédicte, qu'est-ce qui t'a amené vers le trail? Bon, d'abord, je vais te préciser qu'à la base, je ne suis pas du tout sportive. J'ai commencé le sport, je crois, à l'âge de 32-33 ans, en allant à la salle de sport, en faisant des cours de fitness et des petits footings de temps en temps. Mais voilà, je ne peux pas dire non plus que je courais à cette époque-là. J'ai commencé à courir en 2014, lorsqu'un trail urbain a été organisé pour la toute première fois à Bastia, la Spacidiade. C'est une course qui a suscité un engouement incroyable chez les Bastiais. Et beaucoup de gens se sont mis à courir et à s'entraîner pour la course. Et du coup, j'ai fait partie de ces personnes qui se sont prises au jeu. Alors, bon, il n'y avait rien de très planifié ni très intensif. Hein. Je faisais juste 2 footings par semaine, peut-être. Mais j'y ai pris goût et 2-3 ans plus tard, je me suis inscrite à un club pour pouvoir courir avec des gens. Et puis, je crois que c'est en 2018 qu'une amie m'a intégrée à son groupe de copains de trail. En fait, elle courait en montagne.
Et voilà, elle me proposait de venir avec elle et c'est là que j'ai commencé et que j'ai laissé tomber peu à peu la course sur route. À quel moment t'es-tu lancé ce défi de la CCC? En 2022, j'ai couru sur le Restonica Trail. J'ai fait la course qui fait 68 km et 4000 de dénivelé. Et c'était ma première vraie longue distance. Et ça s'est plutôt bien passé. Et donc, après cette course, j'ai eu envie de me tester sur une distance plus longue, donc sur un ultra. Et en même temps, je n'avais pas envie non plus de brûler les étapes et de m'engager sur un ultra trop difficile. Donc, j'ai cherché un objectif qui reste raisonnable et la CCC correspondait bien en fait, parce que les barrières horaires limitaient la course à 27 heures. Le départ étant donné à 9 heures, j'avais calculé que je passais la journée, puis la nuit en course et j'arrivais au petit matin, donc ça me faisait passer une nuit dehors. Et donc j'en ai discuté avec mon groupe d'amis avec lequel je courais et puis en fait nous nous sommes lancés ce défi ensemble et nous nous sommes inscrits en groupe parce qu'en fait, pour s'inscrire aux courses de l'UTMB, il y a un tirage au sort. Et il y a des running stones pour pouvoir participer. Et en fait, quand on s'inscrit en groupe, ça permet de cumuler ses points et de multiplier ses chances. Et en fait, ça a marché parce qu'on a été tiré au sort et donc on s'est inscrits tous les trois. Il y a combien de participants sur la CCC? Alors, de mémoire, il me semble qu'on était aux environs de 2000 partants et je crois environ 1500 finishers. Comment t'es-tu préparé physiquement et mentalement? Alors, bon, pour préparer cette course, moi j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté. Donc, oui, effectivement, j'ai suivi une préparation. D'abord, j'ai pris un coach pour la préparation physique, d'ailleurs, que j'ai gardé et qui continue à me préparer et adapter mes plans d'entraînement chaque semaine. J'ai aussi demandé les conseils d'un nutritionniste pour pouvoir adapter ma nutrition et mon hydratation sur une distance aussi longue. Et puis, j'ai suivi aussi une préparation mentale, plus précisément en sophrologie, donc avec toi, pour me permettre de gérer mon stress et mes peurs d'avant-course et aussi ce qui pourrait arriver sur la course. C'est important, j'imagine, la nutrition sur une course comme ça. Comment est-ce que tu t'es nourri sur ces 100 kilomètres? Alors oui, c'est l'un des paramètres à prendre en compte, très très important parce que quand on court aussi longtemps, on maltraite un petit peu notre système digestif et il est très fréquent de rencontrer des problèmes digestifs pendant une course, même si elle est plus courte hein, d'ailleurs. Et donc me suis d'abord préparée pendant mes entraînements, je me suis préparée à manger. J'ai habitué mon estomac à courir en mangeant des bars, des compotes. Hein. Après, c'est les trucs qu'on trouve qui sont adaptés à la course à pied. Et le jour de la course, ben, j'avais prévu toutes mes barres, mes compotes. Je veillais à manger un petit peu tous les quarts d'heure et à avoir suffisamment d'apport de glucides par heure. Et ensuite, j'ai fait aussi des repas solides à Champé et après, donc au 50e kilomètre et après au 70e kilomètre. Là, j'ai mangé également du riz, j'ai bu du bouillon, j'ai mangé du fromage. Après, moi, je suis quelqu'un qui suis assez sensible et il y a des choses que je tolère pas. J'avais beaucoup de mal à la base à courir avec l'estomac plein. Et donc, j'ai dû vraiment m'entraîner sur ça. Et je fais quand même très attention à ce que je mange en course. Et en même temps, je veille à bien me nourrir pour pouvoir tenir l'effort aussi, quoi. Est-ce qu'on court tout le temps sur 100 kilomètres? Pas du tout, en tout cas pas à mon niveau. Euh, pour pouvoir tenir sur 100 km, moi personnellement, je marche toutes les montées et je cours uniquement sur le plat et en descente. C'est différent des entraînements. Après, sur des entraînements, oui, je vais m'entraîner à courir quand je fais des fractionnés en côte ou même sur des sorties, mais pas sur une course comme ça en tout cas. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur? Au-delà de la distance longue qui était inconnue pour moi à ce moment-là, ce que je redoutais le plus, c'était passer la nuit dehors.
enfin, surtout passer la nuit sans dormir après avoir couru toute une journée. C'est quelque chose que j'avais encore jamais fait et je savais pas du tout comment mon corps allait réagir. D'autant que j'ai l'habitude de me coucher assez tôt, tous les soirs à 22 heures. Et au final, en fait, ça s'est très très bien passé. Je crois que le corps sécrète des hormones. Enfin, il se passe des choses qui font que tu peux poursuivre ton effort sans vraiment avoir de fatigue. En tout cas, ça n'a pas été mon cas. Est-ce qu'il y a un coureur, une coureuse que tu suis et admires particulièrement? Alors oui, il y en a plusieurs. Comme tout le monde, je suis épatée par les performances hors normes d'un Kylian Jornet ou Mathieu Blanchard. Je les suis sur Instagram et je trouve ça épatant. Mais après, j'admire particulièrement Anne-Lise Rousset, qui a remporté le record du GR20 il y a 2 ans. Et je l'admire parce qu'elle est maman, elle avait un bébé de quelques mois lorsqu'elle a battu le record. Elle est vétérinaire à plein temps et voilà, moi je me demande comment elle arrive à concilier tout ça et à réaliser des performances hors normes. Combien de temps d'entraînement dans une semaine pour toi? Je dois tourner autour de 15 heures par semaine lorsque je fais pas mal de sorties longues et les blocs d'entraînement. Voilà, mais après, c'est pas comparable avec les volumes horaires des pros et de coureuses comme Annelise Rousset euh, qui dépassent les 20 heures d'entraînement par semaine. Raconte-nous le départ de cette course mythique, je crois que l'ambiance était assez dingue. La course, elle part de Courmayeur en Italie. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance incroyable. D'ailleurs, je n'arriverai pas à l'expliquer avec des mots. Le monde, la musique, les encouragements du speaker au micro, les spectateurs qui t'encouragent. Et voilà, j'ai ressenti énormément d'émotions, peut-être encore plus qu'à l'arrivée. Peut-être parce que tout simplement j'étais heureuse d'être là, de pouvoir prendre le départ et je mesurais vraiment la chance que j'avais d'être là. Comment ça se passe juste après le départ avec tous ces coureurs? On traverse le village et ensuite on fait quelques kilomètres, peut-être un ou deux sur une piste. Et puis très vite, au moment d'attaquer la montée, donc on est sur un sentier et on se retrouve quasiment à l'arrêt, au ralenti sur toute la première montée. Et donc bon, c'est assez frustrant, mais ça permet aussi finalement de ne pas partir trop vite. Donc c'est une montée du coup qui se fait en peut-être 2 heures. C'était vachement long, voilà. Et après cette première montée, par contre, j'ai pu me mettre à mon rythme, donc tout en restant prudente. Je surveillais régulièrement que ma fréquence cardiaque ne monte pas. Et puis j'ai poursuivi tranquillement, mais sans m'arrêter non plus, sauf au ravitaillement où là je prenais le temps de manger, de recharger mes gourdes. Et surtout, voilà, j'en ai profité pour regarder le paysage. J'ai profité de l'ambiance aussi parce qu'il y a une super ambiance tout le long du parcours. Les gens s'arrêtent pour t'encourager. C'est vraiment génial, quoi. À la moitié du parcours, vous êtes quasiment plus bas en altitude qu'à votre départ, mais vous allez encore monter jusqu'à 2100 mètres. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? Donc la moitié de la course, en fait, c'est le ravitaillement de Champey, en Suisse. Alors moi, j'avais prévu d'y arriver en début de soirée et puis d'en profiter pour me changer, de passer des affaires propres, un peu plus chaudes, pour pouvoir affronter la nuit. Alors comment je me sens à ce moment-là? Bon, je commence un peu à avoir mal aux jambes quand même, mais rien de fou, quoi, normal, hein. Et en réalité, bon, je me sens vraiment bien physiquement et mentalement. Et surtout, je me rends compte que j'ai de l'avance sur mes prévisions. Et du coup, ça me motive encore plus pour la suite. Voilà, j'ai super envie de continuer. J'ai aucune lassitude, pas du tout d'angoisse à l'idée d'affronter la nuit. Alors qu'avant la course, c'est ce qui me tracassait le plus. Et voilà, je me sens prête à affronter les 3 grosses montées qui m'attendent. La montée de la Giette, celle des Tsep et enfin la montée de la Tête au vent. Est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement merveilleux dans cette course? C'est la course entière qui a été merveilleuse pour moi, grâce à plein de petites choses en fait, comme les encouragements des gens tout au long du parcours et le fait de passer par 3 pays et de voir des paysages différents d'un pays à l'autre.
tout le temps des paysages à couper le souffle. Alors bon, la nuit, on voyait pas les paysages, mais la nuit, par exemple, j'ai le souvenir d'un refuge dans lequel je suis arrivée. Il y avait que des bénévoles, c'était vide, mais des lumières de boîte de nuit, la musique à fond, et on se serait cru carrément en boîte, comme ça, au milieu de nulle part, après une montée de dingue, quoi. L'arrivée est à quelques kilomètres, tu sais que tu vas terminer, tu sais que tu auras pour la première fois de ta vie parcouru ces 100 kilomètres en courant. Comment est-ce que tu te sens? Alors oui, lorsque je vois que j'arrive à Chamonix et après cette longue descente de la Flégère et que j'arrive sur la route, en fait, je retouche le bitume et puis que je vais monter sur ce fameux pont là, cette passerelle que j'ai déjà vue en vidéo sur les lives de l'UTMB. Là, j'ai conscience, je réalise que je vais réussir, que je vais terminer ma course. Et là, c'est vrai que ça rebooste. Et c'est fou parce que d'un coup, on sent plus du tout la fatigue. On se remet à accélérer comme, voilà, comme si de rien n'était. Alors bon, moi, j'avais l'impression d'être à fond, mais je pense que dans la réalité, j'allais pas vite du tout. Est-ce que tu réalises que 100 kilomètres, c'est véritablement un exploit? Je suis hyper contente et fière de ce que j'ai réalisé. Et en même temps, sans fausse modestie, je suis convaincue que c'est à la portée de tout le monde. Que si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. euh, avec un, avec un entraînement sérieux, évidemment, avec de la discipline. Évidemment, on ne se lance pas sur une 100 km comme ça, sans préparation, mais avec de la progressivité et une bonne préparation physique, je pense que tout le monde peut faire ça. Je sais que tu prépares une prochaine longue distance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Effectivement, dans quelques jours, je vais participer à donc, la grosse course du Restonica Trail, c'est-à-dire l'Ultra Trail de Corse, l'UTC, qui part de Corté. Donc c'est une course de 110 km et 7200 de dénivelé. Donc tu me diras un peu plus que la CCC, mais en fait non, c'est beaucoup plus parce que c'est un profil qui est très différent, c'est un terrain qui est beaucoup plus technique et je vais probablement moins courir, plus marcher et même grimper et y passer beaucoup plus de temps. Cette fois-ci, je passerai 2 nuits dehors, donc 2 nuits blanches, puisque la course, elle part à 23 heures. Ensuite, il y aura la journée du lendemain et encore la nuit d'après. Je pense la terminer à la fin de la nuit d'après. Voilà. Et est-ce qu'on pourra te suivre de la même façon que lorsque tu as fait la CCC? Oui, l'organisation propose le même suivi. C'est l'application Live Trail, je crois, qui est très bien, assez précise. On peut ajouter les coureurs favoris et ensuite les suivre suivre leur évolution sur le profil de la course. C'est un peu la même chose. Après, la différence, c'est que là, il n'y a pas de live télé, mais de toute façon, sur le live télé, on voit que les meilleurs, donc le peloton de tête. Donc ça ne me concerne pas. Bénédicte, merci d'avoir accepté cette interview et on sera là pour suivre ta prochaine course. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi aussi et je te remercie et je te dis à bientôt. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'était le 13e et dernier épisode de la saison 1 du Sophrocourt podcast. Je vous laisse passer l'été sans vous interpeller le cortex auditif. Je vais également partir en vacances, même si ça n'est pas dans l'immédiat. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ma voix et ce qu'elle avait à vous dire. Elle se fond parmi les bavards, mais je suis heureux de constater qu'elle vous amuse, vous distrait et vous fait même parfois réfléchir. De quelques personnes et certainement de mes amis et de ma famille, mon audience aujourd'hui est celle d'un théâtre pas si ordinaire et il est extra de vous savoir fidèle à ces rendez-vous mensuels et hebdomadaires quand l'épisode se fait petite chronique et que je cherche à vous faire sourire. Je suis fier de ce travail, de cette année passée à vous écrire et à vous lire. Je vous retrouve à la rentrée. Bon été à vous. Retrouvez tous les épisodes et les petites chroniques sophrologiques sur le Sophrocourt podcast. Les épisodes, c'est une fois par mois et les petites chroniques, c'est tous les vendredis. À bientôt.